Joker Cinema est un jeune homme ordinaire, passionné de cinéma et vidéaste, qui vit reclus dans sa chambre. Plongé dans une spirale infernale de revisionnage de films d'Hitchcock et de Kurosawa, sa routine, aussi banale soit-elle, va bientôt être basculée lorsqu'il sera confronté à l'impensable dans la 4e dimension. La 4e dimension est une série composée de 5 saisons et qui a été créée en 1959 par le grand Rod Serling. Vétéran de guerre et visionnaire qui aura marqué l'histoire de la télévision et de la science-fiction grâce à sa série La 4e dimension, dont il aura écrit plus de 80% de ses épisodes où chacune d'entre elles est une histoire indépendante. Serling a exploré les profondeurs de l'âme humaine et les défis de son époque, dont chaque épisode vous questionnera ou vous bouleversera, que ce soit par sa fin, sa réalisation ou les thématiques abordées. Au cours de sa grande carrière, il aura donc écrit pour un total de 252 scénarios et aura aussi travaillé en tant que co-scénariste sur un petit film de science-fiction que vous ne devez pas connaître, c'est La planète des singes de 68. Chaque épisode est réalisé par un réalisateur différent, avec des personnages et intrigues différentes. Mais le narrateur reste le même, car Rod Serling, au-delà de présenter les personnages, il est le narrateur de l'histoire, où il parle au spectateur en ouverture et en clôture de chaque épisode. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup par le biais de la 4e dimension. D'ailleurs, le dernier épisode de la première saison nous offre le meilleur caméo que j'ai vu de ma vie, qui est celle de Rod Serling lui-même jouant son propre rôle, un moment qui m'a vraiment marqué dans cette série et que j'irais même fait partie des meilleurs caméos que j'ai pu voir dans un film ou dans une série. Et quoi de plus belle idée de clôturer sa première saison en jouant son propre personnage. Bref, c'est un cassage du 4e mur, ou même, permettez-moi cette expression, ce cassage de la 4e dimension qui est totalement maîtrisé. J'espère que vous avez apprécié cette histoire romantique de la 4e dimension. Mais dans la saison 1, quand nous mettons côte à côte tous les épisodes, on a tout de même un point commun qui en ressort. On a l'utilisation d'un fil conducteur visuel et philosophique qui est très connu dans le cinéma, qui est le miroir. Dans l'un des épisodes, le miroir est utilisé pour voir des personnes qui n'existent pas. Parfois, le personnage parle à un double maléfique dans ce même miroir, ou même se prennent un miroir en pleine face, comme durant le premier épisode de la série, ou même parfois toute une discussion est filmée grâce au reflet du miroir. Bref, les miroirs sont omniprésents dans la série et en fait même son charme. Jouant un rôle symbolique puissant dans chaque épisode, les personnages sont témoins de leur transformation intérieure et leur confrontation avec l'inconnu, de la descente vers la folie, ou parfois permettant leur rencontre avec le fantastique. Ces miroirs deviennent des outils narratifs essentiels dans chaque épisode, où leur utilisation est aussi maîtrisée que cette scène de Citizen Kane. Mais sur quelques rares épisodes ne comportant pas de miroir, il y a un épisode qui a un détail qui le différencie de tous les autres épisodes de la saison 1, c'est l'épisode 22 réalisé par Ron Wiston, Les monstres de Maple Street. Dans une ville moyenne américaine se trouve une rue qui est soudainement privée d'électricité, de véhicules, de moyens de communication, bref, la ville est isolée. Après le passage de quelque chose dans le ciel, dont certains prétendent un météore. Comment se fait-il qu'on n'ait pas entendu de bruit ? J'ai juste entendu un choc sourd. À l'instigation d'un adolescent qui lit trop de science-fiction, l'un des habitants est alors accusé d'être un extraterrestre. À l'origine de cette panne, car seule sa voiture fonctionne encore. Sa voiture a démarré toute seule. Mais comment ça peut se faire, ça ? Au fur et à mesure que des incidents bizarres se multiplient dans la rue, la suspicion gagne les habitants qui surveillent leurs voisins, et qui deviennent de plus en plus suspicieux et violents. On connaît les Goodman depuis qu'ils se sont installés ici. Nous sommes bons amis. Ça ne prouve rien du tout. Après qu'un homme est tué et que plusieurs maisons commencent à voir leurs pièces éclairées, toute la rue s'embrase. Chacun accuse l'autre et tous finissent par succomber à une panique générale violente. Et au loin, des aliens apportent leurs conclusions. Leur monde est plein de Maple Street. Nous allons faire la même chose dans d'autres rues et ils s'entre-déchireront. Ils s'entretueront. Les uns les autres. Je crois que c'est l'un de mes épisodes préférés de cette première saison, et même je crois que c'est l'un de mes épisodes préférés, toutes séries confondues. Il nous montre comment la paranoïa peut emmener l'être humain à une escalade de violence. En soi, Rod Serling, au vu de son époque, a voulu parler de macartisme avec l'aide du réalisateur, qui accentue cette ambiance de paranoïa dans cet épisode. En filmant à la fin en gros plan ces personnages, qui font tellement plus confiance aux autres, dû à leur paranoïa qui sont seuls dans le cadre, alors qu'au début de l'épisode, ils étaient tous dans le même cadre, car il n'y avait pas de suspicion. C'était une communauté se faisant confiance.
Le montage s'accélérant pour montrer l'escalade vite de la violence, avec tout le monde qui prend des armes, et même on entend des cris et des coups de feu. Les gens cassant la vitrine de leurs voisins, et vient ce plan. Sur le panneau de Maple Street, qui nous montre que toute la ville a pété un câble, car comme la lampe à côté du panneau, toutes les maisons sont devenues suspicieuses dues au retour de l'électricité. Et les lampes qui clignotent. Et ce plan. Oh là là, ce plan, qui est pour moi le plus intéressant de l'épisode, car il nous montre tous les habitants en panique voulant se tuer ou fuir la situation. Alors que de base, il n'y avait aucune menace. La seule menace était eux-mêmes. L'homme, cet être si merveilleusement doué, cet extraordinaire paradoxe qui m'a expédié dans les étoiles, est-ce qu'il fait toujours la guerre à son frère? Est-ce qu'il laisse toujours mourir de faim les enfants de son voisin? Et pour moi, la panique dans cet épisode est représentée par un marteau. Et je déconne même pas. Vous allez vite comprendre. C'est digne du fusil de Tchekhov. Au début de l'épisode, on aperçoit un homme bricolant et sur son pantalon, il y a un marteau qui est accroché. Classique, un objet du quotidien pour n'importe quel bricoleur. Puis vers la fin de l'épisode, l'homme qui bricolait revient de son expédition qui consistait à la recherche d'informations sur ce qui s'est passé aux alentours. Mais son voisinage, devenu trop méfiant depuis, le prend pour un extraterrestre et le tire dessus. Bienvenue en Amérique. Mais avant toute chose, on avait un gros plan sur son marteau pour montrer aux spectateurs la bêtise de la situation. Car c'est le même homme qu'au début de l'épisode. C'est un humain, pas un extraterrestre. Puis après que tous voient le cadavre au plus près et que les maisons commencent à s'allumer, une personne de la ville prend le marteau pour s'en servir sûrement pour attaquer d'autres personnes. Vous avez vu ce qui s'est passé? J'ai tiré pour nous protéger si ça avait été un monstre. C'est de la légitime défense. C'est bien beau tout ça, mais ce qui m'intéresse se situe plutôt à la fin de l'épisode, où à la fin de celui-ci, il y a un détail que je trouve assez intriguant. Et vous avez pu vous rendre compte à quel point la suspicion était un élément perturbateur dans la société humaine. Malheureusement, ceci ne se produit pas seulement dans la 4e dimension. C'est le seul et dernier épisode de la saison 1 sur 36 épisodes qui nous dit que les événements narrés se passent dans notre réalité et non dans la 4e dimension. Bien que je n'ai trouvé aucune trace écrite de la part de Rod Serling à propos de cet épisode précis, je suis persuadé que ce choix narratif est révélateur de son intention de dénoncer le climat de paranoïa qui régnait aux États-Unis à l'époque du macartisme. Cependant, l'intérêt de cet épisode pour moi dépasse largement ce contexte historique, en mettant en évidence que les véritables menaces ne sont pas extérieures mais intérieures, que le pire ennemi de l'homme ne sont pas les communistes, des extraterrestres ou autres fantaisies, mais juste l'homme lui-même. Vous croyez que les gens sont tout bons ou tout mauvais. Vous croyez que le bien, c'est la lumière et que l'ombre, c'est le mal. Mais où est l'ombre? Où est la lumière? Où est la frontière du mal? Savez-vous si vous êtes du bon ou du mauvais côté? Avec cet épisode n'ayant pas de miroir, Serling exprime pour moi un fait. Que cela se déroule pas dans un imaginaire ou dans la 4e dimension, mais bien dans notre monde actuel. Car nous ne pouvons modifier ou changer la nature humaine, nous pouvons juste la constater. Serling signe une œuvre qui résonne encore aujourd'hui et nous invite à une profonde réflexion sur la condition humaine. De plus, avec cette fin d'épisode, son message m'a plus transcendé car ce détail-là n'est plus présent dans aucun autre épisode de la saison 1. Car tous, à part celui-ci, assimilent les actions de leur épisode respectif à la fameuse 4e dimension. Mais capable de maîtriser parfaitement les mystères de la 4e dimension. Mais elle n'y arriva jamais. Elle a dû faire un détour dans la 4e dimension. Et parce que l'éternité le veut, dans la 4e dimension. La suspicion était un élément perturbateur dans la société humaine. Malheureusement, ceci ne se produit pas seulement dans la 4e dimension. Rod Serling avec les monstres de Maple Street essaie donc de nous mettre en garde. Contre quoi? Contre qui? Eh bien contre nous-mêmes. Et si vous voulez cette fameuse réponse à cette question, qui sont les monstres de Maple Street? La réponse est simple, vous n'avez qu'à regarder dans le miroir.